Voici l'épisode 3 du Dico Vernaculaire King, un lexique queer et féministe. Pour l'épisode 3, je vais parler des termes positifs et inclusifs queer et des néologismes. Je pense que travailler et repenser notre langage est essentiel dans les luttes féministes, queer et intersectionnelles. En effet, les dominations, les discriminations et les binarités, tout comme notre système, ils forment et ils sont aussi formés par notre langage, de façon circulaire. Et donc les choix de nos expressions verbales sont essentiels. Même si la tâche de réinventer la langue française, elle paraît vraiment compliquée, elle est fondamentale pour rendre la société plus inclusive et égalitaire. Le problème, c'est principalement que même s'il y a des variantes aux formes sexistes qui existent, elles ne sont pas assez visibilisées et elles ne sont pas assez prises au sérieux. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que essayer de modifier la langue française, ça va juste la rendre plus compliquée. Et que les règles de grammaire telles que le masculin l'emporte, elles font pas tant de mal que ça. Alors que si, elles font énormément de mal, parce que notre pensée, elle s'élabore à partir de notre langage. Donc par exemple, quand on répète l'insulte PD à longueur de journée, même si cette insulte, elle n'est pas utilisée dans des contextes d'homophobie ou des contextes qui font référence à l'homosexualité, au final, ça véhicule une image négative de l'homosexualité. C'est pareil pour le mot pute par exemple et le travail du sexe. À force de genrer tous les pluriels au masculin, on invisibilise le féminin et du coup on invisibilise aussi les femmes qui font partie des groupes concernés. Du coup le masculin devient alors la norme, l'universel, et le féminin devient le cas particulier. Les femmes peuvent se retrouver dans un masculin ou dans des histoires qui sont portées par un personnage principal masculin, mais les hommes n'arrivent pas en général à se retrouver dans un personnage principal féminin ou dans le féminin en général. Le langage façonne notre manière de penser, donc notre manière d'agir, et ainsi le monde et la société. Repenser le langage, c'est repenser le système, et si on s'attaque au système, on ne peut pas éviter de s'attaquer aussi au langage. Dans cette vidéo, je vais tâcher de visibiliser quelques termes inclusifs et positifs queer. Parfois c'est des néologismes, mais parfois c'est des mots qui ont été réappropriés. Donc je vais commencer par le concept d'inclusivité. Donc l'inclusivité, c'est un concept qui peut s'utiliser pour parler du langage, mais aussi pour parler d'un groupe, d'un événement ou d'une activité sociale. Le langage inclusif, c'est un langage qui est sensible aux identités multiples et qui ne repose pas sur la règle du masculin qui l'emporte. Il existe plusieurs façons de rendre le langage plus inclusif. On peut par exemple faire figurer dans une phrase la version masculine, mais aussi la version féminine d'un terme, d'un adjectif ou d'un nom de profession par exemple. On peut aussi ajouter la marque du genre au mot avec un point bas, un point médian ou un tiret ou une étoile. Pour moi l'étoile c'est le signe qui s'éloigne le plus de la binarité parce que c'est une ouverture aux identités multiples et pas seulement au féminin et au masculin. Après l'inclusivité sociale, c'est le fait de penser un groupe, un lieu ou un événement comme ouvert à tous et avec des règles permettant aux minorités de se sentir en sécurité et de se sentir accueillies. C'est par exemple la recherche de moyens matériels pour rendre le lieu accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes neuroatypiques qui supportent mal par exemple le bruit ou la lumière. Alors le pronom YEL, qui peut s'écrire de plusieurs manières, il n'est pas reconnu légalement en France, mais il est largement utilisé par la communauté queer pour parler des personnes non binaires ou des personnes trans, ou encore pour parler de façon inclusive d'un groupe de personnes mixtes. Il y a certaines personnes qui préfèrent aussi ne pas utiliser de pronoms et qui se font appeler juste par leur prénom. On peut aussi utiliser d'autres pronoms qui sont neutres mais qui sont moins visibilisés. En anglais, on utilise beaucoup le pronom they. En Suède, l'Académie a reconnu de façon officielle le pronom hen. Et en Allemagne, on peut utiliser sie, er ou nin. Alors, je vais parler du terme adelph maintenant. C'est la version neutre au niveau du genre de frère ou de sœur. Et c'est l'équivalent de sibling en anglais ou Geschwister en allemand, qui s'utilise généralement au pluriel. Étymologiquement, ce mot vient du grec. Ça vient de frère ou de union et plus largement d'une commune origine maternelle. Il convient de l'utiliser pour compléter un langage inclusif et déconstruit et dégenré et pour s'opposer ainsi au binarisme de la langue française. Par exemple, pour parler d'une personne non binaire, au lieu de dire c'est mon frère ou c'est ma soeur, on va dire c'est mon adelph. Ou on peut aussi utiliser ça pour parler de quelqu'un qui est dans nos luttes par exemple. Alors le mot allié. Une personne alliée, c'est une personne qui soutient une lutte sans être directement concernée. Par exemple, dans le cas de la lutte ou des luttes LGBTIQ+, c'est une personne qui ne va pas se reconnaître dans
dans ces identités, mais qui va quand même soutenir la cause. Cette personne, elle peut être quand même en questionnant son identité de genre ou sur son orientation, mais pas forcément. Donc un ou une vraie alliée, c'est une personne qui va soutenir les personnes concernées et qui va être à leur côté, mais qui va pas prendre la parole à leur place, qui va du coup leur laisser cette place de parole, et qui va pas se revendiquer allié juste pour avoir une bonne image sociale. C'est quelqu'un aussi qui va respecter les espaces en non-mixité choisis sans les questionner. L'empowerment, ou empuissancement en français, c'est un processus de libération, d'autonomisation et de renforcement des minorités qui prennent conscience de la domination qu'elles subissent, mais aussi de leurs forces, et qui tentent de se soustraire progressivement à cette domination. C'est par exemple une femme artiste qui refuse d'accepter le patriarcat et l'injonction à la soumission, et qui va se réapproprier son image et donc produire elle-même des représentations de féminité qui sortent donc du male gaze et de la vision masculine des femmes. L'empuissancement, c'est un refus de soumission, c'est une prise de conscience de sa propre force et c'est une volonté d'indépendance et de reconnaissance. Donc je vais maintenant expliquer ce que c'est que la non-mixité choisie. Des événements militants ou culturels ou des espaces peuvent être proposés en non-mixité choisie et donc n'être accessibles qu'à un certain type de personnes qui sont réunies par une identité ou par le fait de subir une domination particulière. Le lieu ou l'événement n'est alors pas ouvert aux personnes qui sortent de cette non-mixité. C'est pas contre ces personnes-là, mais c'est pour que les personnes concernées puissent se sentir à l'aise et en sécurité. Un atelier de drag-king est ainsi parfois en non-mixité choisie, sans mec cisgenre dyadique. Ça veut dire qu'il est réservé aux personnes assignées femmes à la naissance, aux personnes intersexes et aux personnes hommes ou femmes trans. Ceci n'est donc pas organisé sur le motif de la haine des hommes, mais pour permettre aux participants et participantes de pouvoir s'exprimer librement sans avoir l'impression d'être jugés et sans avoir l'impression d'avoir la parole coupée par des personnes qui ont plus de privilèges socialement. La non-mixité choisie, c'est pas un but, c'est un moyen ou plutôt même une conséquence de notre système. Et elle n'aurait pas d'utilité si le patriarcat, le racisme, la transphobie ou autres étaient abolis et si on vivait dans une société déconstruite et équitable. Mais c'est pas le cas, du coup on a encore besoin de cette non-mixité choisie. J'ai parlé de l'importance des traductions de la langue simple et de la langue des signes. Donc rendre un langage inclusif, c'est aussi penser à toutes les personnes qui ne parlent pas notre langue ou qui ne la parlent pas de la même façon, mais qui pourraient quand même être intéressées par notre discours. C'est bien de penser à la possibilité de traduire ces textes en langue des signes, quand c'est à l'oral, ou de les rendre accessibles aux personnes malvoyantes pour l'écrit. On peut aussi essayer de traduire ces textes dans d'autres langues que le français, en fonction des langues qui sont plus parlées dans notre région ou en fonction des régions qu'on vise par notre texte. Par exemple, on peut le traduire en anglais, en arabe ou en espagnol ou autre. Ça permet aux personnes expatriées ou immigrantes d'avoir accès quand même au texte sans être francophone. Une autre chose à laquelle on peut penser pour rendre son texte plus inclusif, c'est d'en faire une version simplifiée au niveau des termes utilisés et des tournures de phrases, pour permettre à des personnes avec moins de vocabulaire ou avec moins d'aisance en français de quand même pouvoir le comprendre. C'est par exemple ce que j'ai essayé de faire avec la version orale de ce dictionnaire, mais j'ai pas toujours très bien réussi parce que c'est parfois compliqué de simplifier des concepts sans les appauvrir. Je vais finir par le terme lesbo-queer. C'est un terme dont une amie m'a parlé récemment et je sais pas s'il est beaucoup utilisé, mais c'est pour elle une façon de définir son orientation sexuelle en incluant les hommes trans et les personnes non binaires dans le spectre de son attirance romantique et ou sexuelle, alors qu'elle aurait à la base plutôt défini son attirance comme lesbienne. Je pense qu'il peut être très enrichissant de réfléchir à de nouvelles manières de se définir ou de décrire le monde social de façon plus inclusive pour enrichir notre langage, mais quand même éviter de tomber dans une multiplication des catégories et d'arriver à faire ça de manière à visibiliser nos différences, mais sans nous séparer pour autant, en gardant en tête que notre identité, elle n'est pas fixe ou rarement fixe, et que tout ce qu'on peut dire à propos de nous-mêmes ou à propos des autres, c'est souvent changeant et c'est contextuel.